C'est l'homme de l'espoir. Et Laurence l'a écrit en lien télépathique avec sa crème, qui était encore en lui, et qui ne pouvait pas recevoir physiquement ce soir. Et c'est un livre absolument magnifique que je conseille à tous de lire. Et en fait, je trouvais que le lien qu'il y avait avec nous, c'était qu'on est tous ici des hommes et des femmes de l'emploi. Donc, je trouve ça, ce livre est vraiment important. Le deuxième livre s'appelle « Va par où tu ne sais pas ». Et c'est une expérience, Laurence raconte une expérience chamanique pour lui, et puis beaucoup déjà de liens avec des scientifiques, plutôt d'orientation quantique. Et rien que le titre « Va par où tu ne sais pas », il me semble que ça peut être une devise pour chacun de nous ici. Et le troisième livre qui va faire l'objet de notre réunion aujourd'hui s'appelle « La contagion du cœur ». Alors, la contagion du cœur, ça me paraît vraiment quelque chose qui est vraiment notre propos en ce moment. Je vais vous lire des résumés que Laurence en fait. Chacun sait que le cœur est à la fois une pompe biologique, le centre symbolique de nos sentiments et le siège de nos émotions. Mais combien d'entre nous savent que c'est l'organe le plus puissant du corps humain, qu'il a été créé par la nature pour nous relier les uns aux autres, à notre environnement et à la planète. Qu'avoir du cœur ne signifie pas forcément être dans le cœur, car nous ignorons qu'il est aussi notre guide intérieur, la porte vers notre intériorité. Sa force électromagnétique, en effet, en fait l'organe le plus puissant du corps humain, une sorte de boussole, de radar et de chef d'orchestre. Pour certains, il est même le véhicule de l'âme et de son programme d'incarnation. Car notre cœur est le seul organe, en effet, capable de restructurer notre cerveau, nos habitudes, nos croyances, donc notre vie. C'est pourquoi il apparaît aujourd'hui comme la clé de la transformation qui nous est demandée. Voilà, c'est le résumé du texte que Dr. Olivier Ducœur fait depuis des années, à travers le monde scientifique qui va faire l'objet de ce qu'elle a raconté aujourd'hui. J'aimerais bien commencer par par une première question. Pourquoi nos êtres n'arrivent-ils pas à ajuster leurs ondes en permanence? Alors, d'abord, est-ce que je peux quand même vous remercier? D'abord parce que moi, je suis extrêmement émue d'être là. Je ne m'attendais pas du tout à être appelée par ceux qui sont pour moi des modèles aussi. Des modèles. Ceux qui ont choisi de consacrer leur vie à l'unité de l'homme. Même si c'est par moments éclatant de dire, employer un terme un peu particulier. Donc je suis en fait extrêmement en gratitude, en particulier vis-à-vis de Geneviève et d'Annou, et maintenant de Florence, de m'avoir permis de venir avec vous. C'est pas, même si on va plaisanter après, parce que rien n'est vraiment sérieux, pour moi c'est quelque chose de très important d'être avec vous, parce que c'est aussi vous qui êtes mon matériau aussi de travail. C'est-à-dire que c'est grâce aussi à vous tous, à tous les Euroméliens, à ce que je suis régulièrement, avec le Lila Sirou en particulier, que je peux approfondir aussi, et que j'utilise le Lila Sirou aussi dans mes propres livres. Donc merci à vous en réalité. C'est ça qu'on va voir. C'est pour ça que c'est si essentiel de comprendre le cœur après. Parce que être dans le cœur, vous l'avez à tous, en temps réel. Voilà, ça c'est important pour moi de le dire. Vraiment, voilà, profondément comme je peux. Et la deuxième chose, pardon, je voudrais quand même qu'on commence, juste avant de poser une question, si tu me permets, je reviens à la réponse après, par Sri Aurobindo. Parce que Sri Aurobindo a dit une chose, enfin, c'est par sa rencontre, c'est par la rencontre avec Sri Aurobindo, mère et sa femme, le choc que ça m'a donné, comme beaucoup d'entre vous l'ont vécu, vous, en allant avec votre corps sur place,
le choc que ça m'a donné a été bouleversant jusqu'à aujourd'hui et n'est pas fini, puisque le bien ne se termine jamais. Et je l'ai vécu dans mon corps à travers les recherches aussi vers les scientifiques. Je me disais, il manque un problème. Il faut absolument, quand on est dans le mental, comme nous les Français particulièrement, peut-être beaucoup plus que les autres pays, je ne sais pas, mais il faut impérativement essayer de convaincre des gens qui ont énormément de mal à sortir de cette partie-là d'eux. Et pour les convaincre, il faut utiliser leur système de pensée, le système basé sur la raison. Et comme je travaille dans une chaîne qui s'appelle Arte, et qui considérait que les êtres comme nous, parce que je me permets de mettre nous maintenant en m'incluant à vous, les êtres comme nous sont des sectes à l'époque où je travaillais pour faire le film sur cette trame. Parce que je travaillais sur Arte, donc dans Métropolis. Je n'avais que des gens qui parlaient de Schrobindo ou de mer en parlant de secte. Donc voilà d'où on vient, d'où je suis partie. C'est pour ça que c'est devenu une quête qui a été essentielle et qui est toujours essentielle dans ma vie. Elle ne se termine jamais, la quête, par excellence. Bon, voilà. Donc, je voudrais juste commencer par cette phrase de Schrobindo qui dit, et que j'avais entendue dite par Teilhard de Chardin à la même époque, parce que Teilhard de Chardin et Schrobindo vivaient à la même époque, et qu'ils se sont mutuellement connus, mais pas physiquement, ils se sont lus mutuellement, et pendant que Teilhard de Chardin, vous connaissez peut-être le père Teilhard de Chardin, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, Teilhard de Chardin disait à cette époque-là, c'est-à-dire on est au début du XXe siècle, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et pendant ce temps-là, à la même époque, Schrobindo disait l'homme est l'expression et le symbole d'une existence supérieure descendue dans un monde matériel où l'inférieur a la possibilité de se transfigurer en assumant la nature du supérieur et le supérieur de se révéler dans les formes inférieures. Et ça, c'est le point de départ. Jamais aucun philosophe occidental n'a dit ce type de choses. Donc pour nous, les gens qui étions intéressés par la philo, ce qui était mon cas aussi à ce moment-là, ça a été un éclairage aussi extraordinaire. Tiens, ça rejoint bizarrement la foi qui est une expérience corporelle aussi. La foi, même dans un Dieu, ça rejoint l'acte de foi. Voilà. Donc ça m'a fait progresser moi-même de manière extraordinaire dans mes propres convictions chrétiennes, je dirais. Bon, pardon, après ce long préambule, je repose ma question. Oui, alors, oui, mais bon, je pense que pour répondre à la question, il va falloir que je passe par d'autres processus. Tout à fait. Donc le livre est quand même constitué en trois parties, et deux parties au départ. Il y a toute une partie avec tes contacts avec les scientifiques. Hein. Et au fur et à mesure, tu avances sur ton chemin de recherche. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors évidemment, ce qui est fabuleux aussi dans le fait d'être dans le cœur, qui n'est pas avoir du cœur, vous allez voir pourquoi, tout le monde a du cœur et on fait la guerre à cause du cœur. Être dans le cœur, c'est différent. Être dans le cœur crée autour de soi ce qu'on pourrait appeler, ce que les gens qui ne savent pas tout à fait, qui n'ont peut-être pas forcément connu Jung, appelleraient des hasards, des coïncidences. Et en réalité, ça s'appelle des synchronicités, c'est-à-dire des coïncidences qui ont du sens pour la personne qui les reçoit. Donc, il y a eu toute une série de synchronicités qui m'ont amené, je n'ai jamais cherché à rencontrer les scientifiques. En fait, ils sont venus à moi par la première rencontre avec Erwin Laszlo, philosophe des sciences, que vous avez connu, puisqu'il est venu, je crois, à Auroville, je ne me rappelle plus quand, mais plusieurs fois à Auroville. Et donc, lui m'a ouvert, parce que simplement, il parlait autrement, il disait des choses différentes, et je suis allée le voir à la suite d'une conférence, comme maintenant, là, et je lui ai dit juste, est-ce que je peux faire un documentaire avec vous? Et il ne m'a pas dit, mais qui êtes-vous? Mais pourquoi me demander ça? Mais quelles sont vos compétences? Il m'a tout de suite dit oui. Mais un oui réel, un oui, il ne savait pas qui j'étais, il a dit oui et il a ouvert tous les scientifiques d'avant-garde
de l'époque, on est dans les années 2007, et j'ai eu la chance de rencontrer donc les scientifiques d'avant-garde qui, à l'époque, osaient dire des choses qui n'étaient pas dessus encore, qui commencent aujourd'hui à l'être. Je vais pas vous en citer parce que vous les connaissez probablement. Stanislas Grof, la respiration holotropique, certains d'entre vous connaissent probablement. Pim Van Lommel, le spécialiste des Near-Death Experiences, les expériences aux frontières de la mort. Le pape des biophotons, Fritz Albert Popp, qui n'est plus son nom, mais qui a expliqué comment fonctionne l'information, comment elle circule du cerveau aux cellules et des cellules au cerveau, parce que mon travail, c'était d'essayer de faire comprendre que ce que disait Schrödinger en début du siècle, du XXe siècle, c'est-à-dire sans savoir ce qu'on sait aujourd'hui, et ce que la science peut nous dire aujourd'hui, sans savoir ça, uniquement par leur travail intérieur, ils avaient compris qu'on engrammait, que la cellule engrammait, depuis des millénaires, les informations de la mort, enfin les informations qui allaient conduire à un enfermement vers le mental. Et c'est pour ça que quand j'ai entendu cette phrase, comme d'ailleurs ça me le dit merveilleusement, quand on sait que Schrödinger a dit l'homme est un être de transition et le mental est trop limité, d'ailleurs j'ai la phrase exacte, mais je ne sais plus la dire maintenant, vous voyez, le mental est un instrument trop limité, un jour viendra où il va dépasser le mental. Et donc, effectivement, il disait, il disait justement tout ça, que les méthodes yogiques, donc ce qu'on connaît sous le nom de yoga, ce sont des procédés psychologiques spéciaux, ça vous le savez, qui sont fondés sur une vérité établie de la nature et qui font apparaître, à partir de fonctions normales, le cœur, fonction normale apparemment, des pouvoirs et des résultats qui étaient toujours là, latents, dans la nature, mais que les mouvements ordinaires de la nature ne manifestent pas facilement ni fréquemment. Ça a ouvert la porte. Je me suis dit, bon sang, on est en train aujourd'hui de découvrir ce que Schrödinger disait, mais on le découvre à travers la science contemporaine, avec la neurobiologie, avec tout ce qui est les neurosciences, tout ce qui est toutes les formes de plus en plus sophistiquées, d'ailleurs, même psychologiques, les différentes écoles psychologiques qui se sont affinées au fur et à mesure des années. Donc voilà, ma raison d'être ici, c'est pour essayer de vous montrer que, en particulier au moment de la pandémie, quand nous étions absurdement séparés les uns des autres, nous n'étions justement pas séparés les uns des autres, ça m'a donné l'idée d'aller voir du côté du cœur à ce moment-là. Donc j'avais commencé une quête avant, et en 2020, quand c'était la pandémie, je me suis dit, bon sang, mais c'est le cœur. Et je me suis aperçue, effectivement, dans une recherche plus approfondie sur le cœur, qui est l'objet du 3e livre, par les connaissances que des cardiologues encore d'avant-garde sont encore aujourd'hui en train de montrer, eh bien le cœur, en réalité, c'est l'instrument qui va nous permettre de passer à l'autre dimension, à d'élargissement qui ne sera plus mental, qui ne peut plus passer aujourd'hui par le mental. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu long déjà. Je ne sais plus où je suis. Non, c'est très bien. Voilà, donc on vient au scientifique, et voilà, puis après, on rentre un petit peu dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que tu as découvert grâce à ces liens aux scientifiques? Bon, alors, déjà, comme ça a déjà été dit, j'ai découvert que le cœur est d'abord que le cœur est l'organe le plus puissant électromagnétiquement du corps humain. Il est 5000 fois plus puissant que le cerveau au niveau magnétique et 1000 fois plus fort au niveau électrique. Donc déjà, je me suis dit, bon sang, mais la nature n'a pas créé ce cœur si puissant pour rien. Allons voir du côté de l'origine de la vie. Parce que nous, les mères, on connaît, on a en nous, on porte la vie. Je me suis dit, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut dire pendant ce qu'on appelle l'embryogénèse, c'est-à-dire la gestation, le moment
où le petit bébé, enfin, qui n'est même pas encore un bébé, qui n'est même pas un fœtus, qui n'est qu'un embryon à ce moment-là, qui n'est même qu'un paquet de cellules souches au départ. Qu'est-ce qui se passe? Ce paquet de cellules souches, il entend les vibrations du cœur de sa maman. Et dans le cœur de sa maman, il entend les vibrations, bien sûr, de ce qu'elle sent intérieurement, mais pas que. Il entend les vibrations aussi de son environnement, et il entend les vibrations, bien sûr, de l'émotionnel des deux parents, de son papa, du rapport entre la mère et son mari. Et donc, j'ai appris, et c'est ça qui était déjà le début de cette extraordinaire découverte, c'est que ce cœur, c'est le premier organe fonctionnel au bout de 2 mois. Et donc, il devient fonctionnel en fabriquant son patrimoine génétique à partir des informations qu'il reçoit des parents, émotionnellement, plus les mémoires dont il hérite, transgénérationnelles, vies antérieures, parce que nous sommes une continuité de conscience qui continue. Donc il arrive déjà avec... Alors, si sa maman souffre, ou qu'il est le produit de quelque chose de dramatique, comme ça peut beaucoup exister sur cette terre, il se fabrique un patrimoine génétique et épigénétique. Ça, c'est de l'épigénétique parce que c'est l'environnement, l'influence de l'environnement sur les gènes. Un patrimoine épigénétique de survie. En fait, en réalité, ce qui l'intéresse, j'allais dire, bien sûr que c'est sa maman, mais c'est avant tout sa propre vie. Ce qui interroge les mères. Parce qu'on a envie de dire, c'est le produit de mon mari et moi, ou de mon... En réalité, c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est le produit d'un être qui a choisi de s'incarner à travers ces parents-là. Pourquoi? Alors ça, c'est lié à ses existences précédentes, et c'est lié à l'état, au niveau de conscience qu'il avait avant de naître. Donc, on va très loin dans ces questions-là. Donc, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on sait déjà tout ça, c'est qu'on sait que donc, le cœur va fabriquer l'enveloppe déjà de développement du bébé, et qu'il est bien antérieur à la formation du cerveau. Mais le cœur participe à la formation du cerveau, puisqu'il va permettre de construire, il devient fonctionnel au moment où la fabrication des neurones qui vont fabriquer ensuite le cerveau s'opère. Donc 2 mois après la création de ce petit bébé, de son incarnation, on va dire, déjà, ce cœur est fonctionnel. Pourquoi la nature aurait-elle fait ça s'il n'y avait pas une raison fondamentale? Je vous pose la question. Il n'y a pas une raison pourquoi la nature aurait-elle créé un organe supérieur aux autres avant les autres? Si ce n'était pas lui qui était chargé de faire le lien avec le subtil, de faire le lien avec les vies d'avant, de faire le lien avec les mémoires d'avant, avec les mémoires transgénérationnelles, avec les mémoires parentales, sur des millénaires, on va dire. Puisque nous avons aussi en nous, des morceaux, nous avons des choses, des éléments qui nous relèvent au Big Bang. Nous avons des morceaux d'hélium à l'intérieur de nous. Donc, c'est extraordinaire. Nous sommes porteurs de toutes les matières de l'univers à la naissance. Et on oublie déjà ça, parce que personne ne sait ça. Enfin, très peu de gens le savent, ceux qui ont étudié ces choses le savent. Donc, nous sommes des systèmes, nous sommes des Big Bang. Je dirais, des produits du Big Bang avec la phylogénèse, c'est-à-dire tout le développement des plantes, des animaux, du minéral, du végétal, de l'animal, en nous. Voilà, donc déjà, j'allais déjà dans... Rien que ça me paraissait déjà prodigieux. Et ensuite, il y avait cette histoire de force électromagnétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur, il est comme un radar, comme une radio qui cherche des ondes et qui capte, en réalité, dans l'invisible, c'est-à-dire dans l'origine, dans ce qu'on pourrait appeler la matrice originelle, qui est vibratoire. C'est une matrice vibratoire, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est en travaillant avec le prix Nobel de physique que j'ai compris. Mais ça, on le dit autrement en science. En science, on dit les fluctuations quantiques de l'anisotropie. Parce que tout le monde prend un nom différent pour dire les mêmes choses. Quand j'ai demandé à un physicien
est-ce que je peux parler de la conscience? Il m'a dit, tu veux parler des ondes tantôt gravitationnelles. Comment voulez-vous qu'on comprenne, comment voulez-vous que les gens comprennent qu'ils sont un tout? Comprenez que dans un proton, il y a tout l'ensemble de la formation de l'univers et que nous sommes constitués de protons, puis d'atomes, puis de tout ce qui a constitué ensuite ce qui nous fait à la fin. Comment vous... Donc tout le monde se croit tout le temps séparé. Et ça, c'est j'ai du cœur, je suis généreux, je fais des choses pour les autres, mais être dans le cœur vous remet dans un état de conscience où vous n'êtes plus dans l'espace-temps habituel, vous êtes dans un présent. Et si vous êtes vraiment là avec moi, normalement, vous allez pouvoir juger, si vous êtes vraiment avec moi maintenant dans l'instant présent, vous ne devriez plus avoir de jugement, ni sur moi, ni sur vous, ni sur le temps qu'il fait. Nous devrions en réalité être ensemble dans un seul temps, un temps qui est celui du cœur relié. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans un temps ensemble, présent, dans un instant, on co-crée avec l'autre. On ne s'occupe pas de savoir si l'autre a perdu, je ne sais pas quoi, il a fait ci, il a fait ça, il pense ci, il pense ça. C'est tellement relatif. Parce que nous sommes des milliards de pensées fabuleuses, et qui, comme expliqué très bien ce matin, je ne sais plus quel intervenant, est dynamique. Dynamique. C'est-à-dire que nous pensons quelque chose dans un moment présent, et c'est ça qui nous fait co-créer ensemble. Pourquoi? Parce que nous créons, quand nous sommes tous ensemble, dans le présent, un seul champ électromagnétique. Alors que normalement, nous portons nos petits champs électromagnétiques, chacun, qui sont très supérieurs à tout l'ensemble du corps. Et donc, quand les champs électromagnétiques ne sont pas accordés, parce qu'on est pressé, parce qu'on a d'autres choses à faire, parce qu'on n'écoute pas vraiment l'autre, parce qu'on vient de perdre quelqu'un, on souffre pour des milliards de raisons, on passe à côté. Mais quand on est dans le cœur et qu'on décide d'être dans le cœur, comme si on décidait de faire une méditation ensemble maintenant pour ce qu'on a fait tout à l'heure, alors là, on est dans un temps électromagnétique, un champ électromagnétique unique ensemble. Un peu comme quand vous êtes au théâtre ou dans un concert et tout le monde vibre ensemble. Donc c'est ça qui est très important parce qu'on peut s'exercer. C'est pour ça que je me suis dit, on va essayer de dépasser tout ce qui se produit aujourd'hui. Parce qu'on va comprendre de mieux en mieux la portée de ce champ. Ce champ, il passe à partir de 4 mètres, mais il va jusqu'à des kilomètres. Il transperce, le champ électromagnétique transperce la matière. Il va au-delà de la matière. Donc il nous relie aussi à la surface de la planète. Alors si vous voulez des choses plus précises, je peux vous en donner, mais je ne voudrais pas vous assommer trop non plus d'informations. On pourra en revenir après si vous voulez. Mais nous sommes reliés à la planète par nos cœurs et donc par nos cerveaux, puisque le cœur envoie une information d'abord au cerveau, qui ensuite la répercute sur le corps. Tout ça, évidemment, ce sont des signaux électriques, ce sont des empreintes électromagnétiques, voilà, qui circulent. Voilà. Pardon. Je ne sais pas si je suis claire. Vous devriez me dire, est-ce qu'il y a des questions déjà ou c'est clair? C'est clair pour vous? Après, on peut subdiviser, rediviser, expliquer l'origine de la matière. Et ça passe, c'est une question. Ça passe? Oui, ça passe. Je voudrais revenir sur le concept du mot, la vibration. La vibration. Oui, la vibration. Est-ce que c'est... Je sais que dans nos ententes entre les uns et les autres, on est sensible à la vibration ou la présence de l'autre. Donc, y a-t-il une possibilité? Bon, forcément, on a un contact, on le sent ou on ne le sent pas, la vibration de l'autre, et puis on s'entend. Donc, forcément, c'est une question de vibration. Est-ce que tu peux développer cette aspect? La vibration. Mais c'est essentiel ta question. Elle est essentielle. Parce que nous sommes vibratoires par excellence. Nous avons des fréquences, des vibrations, des sons. Les sons sont des vibrations, des résonances, et nous résonnons les uns avec les autres. Donc c'est fondamental de revenir là. Et le cœur, lui,
il pêche dans cette matrice vibrationnelle, il décode des informations pour nous les transmettre et ensuite les transmettre au cerveau. Par exemple, après si tu veux, mais c'est peut-être un autre moment parce que je ne peux pas développer trop, ça va devenir, je peux développer un autre moment ça, mais il y a des expériences physiques qui sont faites par l'Institut Radcliffe en particulier et qui montrent que le cœur sait anticiper ce qui va nous arriver avant même que nous le voyons. Donc, alors, nous sommes donc vibratoires, ça veut dire que nous avons différentes longueurs d'onde. Si je suis sur 105.5 et vous passez, vous êtes sur 100.1, on va pas se rencontrer forcément. Ou bien vous êtes sur 110, je dis n'importe quoi, je prends des ondes radio pour rigoler, mais on ne va pas se rencontrer, puisque par excellence, les émissions de radio ne sont pas les mêmes, vous remarquez. Si vous écoutez Radio Classique, vous êtes sur 110.10, mais si vous voulez France Inter, c'est sur, je ne sais pas, Jean-Marie vous dira, parce qu'il écoute beaucoup France Inter. Bref, moi, quand on comprend ça, on comprend que pour rencontrer l'autre, il y a aussi une volonté. Si, quand je vous disais tout à l'heure, vous m'écoutez, mais peut-être que pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous vous dites qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie, ou bien j'ai déjà entendu ça quelque part, ou bien j'ai oublié dans le beurre dans le frigidaire. Il y a 1000 pensées qui peuvent vous assaillir. Quand est-ce qu'on est? Alors, quand on est vraiment dans le cœur, alors on est vraiment dans le cœur, par exemple, quand on est devant un enfant, partout. Il avait pas droit, et il disait tellement justement, c'est une nécessité, c'est une urgence, on n'a pas le choix. On va être tellement nombreux. On est tellement nombreux. Comment on va faire si on ne veut pas s'entretuer? Si on garde le mental, on va continuer les guerres. Donc le seul moyen, c'est de restructurer son cerveau à penser autrement. Et ça va venir naturellement, comme on apprend une pièce de musique. C'est pas si difficile que ça. Parce que le grand avantage, c'est que quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Parce qu'on voit tout de suite déjà les effets très très vite sur l'entourage, sur soi. Et on vit vraiment dans une joie qui est très simple, apparemment en tout cas, au départ. Voilà, après, pardon. Est-ce que tu peux nous parler de ta correspondance avec Saprem et où est-ce que ça t'a amené? Ah oui, alors, ma correspondance avec Saprem a commencé en 1996 et s'est terminée en 2006. C'était long. C'était une correspondance, comment je pourrais dire ça? D'abord, j'étais un peu choquée par ce qu'il disait parfois, parce que moi je n'étais pas du tout acquise à tout. Hein. Je trouvais son expérience extraordinaire et puis je trouvais surtout, j'aimais beaucoup qu'il ait écrit un livre qui s'appelait Les lettres d'un insoumis. Moi, son insoumission me plaisait. Je n'aime pas les gens, je ne me sentais pas soumise, ni à ce qu'il racontait. Mais je me sentais emportée d'abord par son écriture. Cette écriture, je n'avais jamais lu de ma vie une écriture pareille. Enfin, moi j'avais l'impression qu'elle sortait directement de ses tripes. Elle vous emmenait, elle vous broyait à l'intérieur de ses tripes. Donc déjà, c'était une découverte. L'écriture proprement dite de Saprem, qui était cette écriture de révolté. La deuxième chose aussi qui a fait que Saprem a été une rencontre fulgurante pour moi, c'est qu'il s'adressait au meilleur ami de ma mère. Parce que en réalité, j'ai passé les premières années de ma vie en Inde, j'ai eu cette chance-là, d'être en Inde de 0 à 4 ans. Et ça aussi, ça a sûrement participé à peut-être à une compréhension du temps différent. Les Indiens ont un temps différent de nous, les Occidentaux. Nous n'avons pas le même temps, ni intérieur, ni extérieur. Oui, ou bien j'ai déjà entendu ça quelque part, ou bien j'ai oublié dans le beurre dans le frigidaire. Il y a 1000 pensées qui peuvent vous assaillir. Quand est-ce qu'on est? Alors, quand on est vraiment dans le cœur, alors on est vraiment dans le cœur, par exemple, quand on est devant un enfant, son enfant qui naît, son petit bébé pour les femmes, par exemple, ou bien parce que devant un animal, ou bien devant la beauté d'un rayon de soleil, ou bien dans la nature. Parce qu'on s'oublie. Il n'y a plus du tout je suis. Il n'y a plus d'ego du tout. On fait
un avec ce que l'on voit, comme c'est une mère avec son enfant quand la chose se passe en harmonie, quand cette rencontre se passe en harmonie. Donc c'est ça qui est magique et qui est fantastique et qu'aucun mental ne pourra réellement remplacer. C'est pour ça que Einstein disait on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience que celui qui l'a engendré. C'est logique, puisque par excellence, le niveau de conscience va engendrer le problème. Donc vous allez indéfiniment utiliser le mental pour essayer de refaire autrement ce que vous n'avez pas réussi et qui a provoqué la problématique. Donc on est obligé d'aller chercher ailleurs une information. Et où on la cherche? Dans le cœur, dans l'intuition, dans les pressentiments, dans les fulgurances, dans les télépathies. Tout ça, dans les visions. Regardez même notre cher Descartes qu'on a tellement mal compris. Ce Descartes qui a fait, je pense, donc je suis le pauvre. S'il savait comment on l'avait mal interprété, il avait trouvé le discours de la méthode dans un rêve. Donc je veux dire, c'est nous, c'est ce mental qui est notre ennemi, aujourd'hui. Pas toujours. Il n'a pas été notre... on est d'accord. Toutes les générations d'avant ont progressé grâce au mental. On ne va pas jeter le bébé et l'eau du bain. Mais c'est ça qu'il faut comprendre et qui est si important, c'est qu'on passe maintenant à autre chose, parce que la globalisation ne nous laisse pas le temps de pouvoir analyser, comme on faisait avant, en se servant des expériences du passé. La preuve, c'est qu'on recommence l'idée indéfiniment, parce qu'on ne sait pas comment contourner les choses. Donc, si on ne met pas aujourd'hui immédiatement, si on n'apprend pas immédiatement à décider d'installer le cœur dans nos vies quotidiennes, comme on installe, je dis toujours, une langue étrangère, parce que quand on a la chance de parler des langues étrangères, et là on a des exemples merveilleux dans cette salle, tout le monde parle de langue étrangère, on sait que chaque langue restructure le cerveau, il écarte le cerveau un peu plus. Je ne suis pas la même quand je vous parle en polonais que si je vous parle en français. Mais je ne suis pas non plus la même si je parle en anglais, tout à fait, pas tout à fait. C'est toujours moi, mais moi un peu autrement. Et donc, plus, imaginez que vous installiez ce cœur à l'intérieur de vos vies, au quotidien, et c'est pour ça que j'ai essayé de créer une méthode pédagogique, maintenant, parce que c'est tellement urgent qu'il va falloir l'enseigner. Vous allez voir que c'est comme un mantra, le mantra de mère, Om Namo Bhagavate. Elle avait tellement bien compris tout ça. Le son crée la forme. Et ensuite, c'est comme un pianiste. Le pianiste apprend le morceau, il faut répéter des dizaines de fois. Là, moi, c'est juste la danse. Pour faire le grand écart, il faut sans arrêt, pendant des mois, s'exercer pour gagner 1 centimètre. C'est pas donné. C'est une décision, c'est une volonté intérieure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tellement urgent. Parce que ça va restructurer votre cerveau et ça va devenir à un moment donné une habitude. On ne va plus s'adresser aux gens autrement que avec l'accueil de l'autre. Notre cher nobeliste disait les autres partout. Il va bien falloir, et il disait tellement justement, c'est une nécessité, c'est une urgence, on n'a pas le choix. On va être tellement nombreux, on est tellement nombreux. Comment on va faire si on ne veut pas s'entretuer? Si on garde le mental, on va s'adresser au meilleur ami de ma mère. En réalité, j'ai passé les premières années de ma vie en Inde. J'ai eu cette chance-là, d'être en Inde de 0 à 4 ans. Et ça aussi, ça a sûrement participé peut-être à une compréhension du temps différent. Les Indiens ont un temps différent de nous, les Occidentaux. Nous n'avons pas le même temps, ni intérieur, ni extérieur. Et ça, ça m'avait marqué, parce que j'avais l'impression d'avoir deux temps. Et donc, nous avons commencé une correspondance où je le critiquais beaucoup, le fait qu'il s'adresse d'une manière si rude au pape. Parce que moi je venais de Pologne et j'avais rencontré le pape Jean-Paul II. Et j'avais été frappée de voir que ce pape semblait, à mes yeux, incarner la parole, une parole divine. Il semblait tellement incarné qu'il était devenu en 1 minute intouchable. Je l'ai vu sur la place Zbaviciela, la place de Varsovie, au moment où il est arrivé en 78 à Varsovie. Et j'ai compris au moment où j'entendais sa voix,
quand il a dit « N'ayez pas peur », j'ai compris que dans sa voix, c'était comme christique. Il recevait un message « N'ayez pas peur ». Peur, la peur qui est le contraire de l'amour. N'ayez pas peur. Et à ce moment-là, nous nous sommes dit « Ça y est, c'est la fin du communisme, mais quand ?» Point d'interrogation. Parce qu'il avait redonné en une phrase à ces Polonais leur identité, on parlait d'identité ce matin, en disant « N'ayez pas peur, arrêtez d'être soumis ». Donc, rien que ça, il était pour moi devenu inattaquable, parce que ça touche chacun de nous, cette identité profonde. Et donc, quand le cher Saprem se mettait à taper sur l'Église catholique, ça ne me plaisait pas. Donc, nos premières lettres ont été des lettres où je lui ai raconté ça, et où il a dit cette chose merveilleuse. Il a dit d'ailleurs, à ce moment-là, c'était la fonction que j'attaquais, pas l'homme. Et puis elles ont continué, voilà. Et ce sont parmi les plus belles lettres, ce sont les plus belles lettres que j'ai reçues de ma vie. Et un jour, je lui demandais, évidemment, je l'appelais mon frère si proche, et il m'appelait petite sœur. Et on était devenus très très complices, parce que j'avais compris qu'on pouvait travailler par télépathie tous les deux, que c'était pas grave s'il était en Inde et que je ne le voyais pas, mais qu'il fallait qu'il se branche sur moi. Donc j'envoyais des télégrammes à Françoise Josse, qui est aujourd'hui, je crois, la personne qui s'occupe de l'Institut, et elle lui transmettait, elle lui disait « Bon, branche-toi », non, je lui écrivais « Est-ce que tu peux te brancher sur moi vendredi à 4h ?» Parce que là, j'avais un film à monter sur lui, et j'avais jamais monté de ma vie. Donc il se branchait sur moi, et moi je voyais parfaitement sur 3 heures de film comment créer 11 minutes avec lui. Mais ça, c'était impossible pour moi toute seule. Donc tout ça, j'ai compris tout ça, et après j'ai refait un livre quelques années après en lui disant « Est-ce que tu peux refaire ce que tu as fait avec moi ? Simplement, est-ce que tu peux m'inspirer pour que je puisse faire l'homme de l'espoir ?» Et à ce moment-là, je lui ai dit « Je commence vendredi à 5h. » Et il a dit « Mais bien sûr, petite sœur, et l'éditeur qui aurait pu le prendre pour une cinglée complète. Il a été extraordinaire parce que c'était un éditeur ouvert, tu vois. Et il m'a dit, n'oubliez pas surtout de prendre des notes quand Saprem va communiquer avec vous, qu'est-ce que ça fait ? Du coup, j'ai pris ça très au sérieux et je prenais des notes parce que le problème, c'est qu'il communiquait avec moi depuis l'Inde. Donc en fait, c'était en pleine nuit pour moi, si tu veux. Donc j'étais réveillée la nuit et je pouvais dire oh merde, oh je sens les cellules, parce que chaque fois que j'avais une question sur les cellules, qui était l'obsession, cellules, puisque c'est notre mémoire, cellules, c'est celle qui porte tout nos traumas, tous nos cellules, tout notre corps. Il m'a envoyé un jour une expérience d'expansion cellulaire. C'est-à-dire que je me suis retrouvée répandue dans une pièce, et il expliquait, c'était inouï parce que c'était pour me guider vers le moment où il explique que les petites cellules, elles sont tellement joyeuses qu'elles résonnent comme les gouttes d'alcool de sa grand-mère, je crois, que fabriquait sa tante. Des gouttes d'alcool. Et cette sensation-là, elle est réelle, je l'ai comprise tout de suite. Donc, nous ne sommes pas uniquement, nous sommes répartis aussi. Une partie de nous, qu'on appelle le corps éthérique aussi, mais est répartie à l'extérieur de nous. Et donc, je prenais des notes comme ça pour l'éditeur. Voilà. Et tu as voulu rencontrer Saprem ? Oui, alors j'ai voulu rencontrer Saprem parce que alors, la merveille de ma vie, c'est que les choses étant ce qu'elles sont, les synchronicités dont j'ai parlé, j'ai eu la chance d'avoir... J'avais pas énormément de lecteurs, je voulais absolument avoir plus de lecteurs, permettre à Saprem d'avoir plus de 3000 lecteurs. Donc j'ai fait ce livre et malheureusement, il n'y avait pas tant de lecteurs que ça. Donc quand il y avait un lecteur qui m'appelait pour me dire qu'il avait aimé mon livre, j'étais trop contente. Et un jour, un lecteur arrive chez moi et il me dit bonjour, j'ai beaucoup aimé votre livre, mais est-ce que vous savez que vous vivez à 150 mètres du cousin de Saprem ? Non. Et il avait son numéro de téléphone. Donc le lecteur de mon livre a appelé M. Baron ici présent, cousin de Saprem, pour lui dire il y a un livre qui vient d'être publié sur son cousin. Et j'ai eu la voix de Jean-Marie, c'était en 2003, qui m'a dit il faut absolument que je lise votre livre.
Mais bon, après, les années sont passées. Mais je veux dire, l'histoire même de ma vie, y compris celle d'aujourd'hui, est liée à ce livre. Même si je suis avec vous aujourd'hui, tout a démarré par ce livre en réalité. Donc je lui dois tout, je vous dois tout. Depuis ce matin, on parle beaucoup du visible et de l'invisible, et aussi de l'au-delà, de façon de dire. Comment on peut expliquer, avec ces découvertes-là, cette possibilité en plus conscience de cette chose-là? Est-ce que vous êtes persuadé que le cœur est le véhicule de l'âme? Répondez-moi juste comme ça pour voir. Ouais, bof, non, oui. Bon, voilà. Voilà, parce que... Non mais, il faut passer par des lapalissades, dans mon cas. Parce que quand on est en France, c'est pas du tout une lapalissade, cette question. Le mot âme est déjà une interrogation en France. Quand j'emploie le mot âme, même avec Erwin Laszlo, il me répond « je préfère le mot conscience ». Donc moi je fais très attention maintenant à là où je mets les pieds, mais avec vous je crois qu'on peut dire ça. Alors, le cœur, en réalité, c'est très facile de comprendre pourquoi il est relié au subtil. Parce que d'abord, puisqu'il est le premier organe qui a été construit, il faut, si vous voulez, on peut revenir, je peux vous faire un rapide, à toute vitesse, une espèce de survol sur la manière dont se passe la matière. Et on peut s'amuser, puisque on est... Bon, moi, j'ai rencontré après beaucoup de scientifiques, dont Nassim Haramein, et j'ai adoré la manière dont il a expliqué d'ailleurs les choses. Si vous me permettez, je vais essayer de retrouver comment lui, il explique la matière. Parce que le cœur, qui est la première partie matérielle de notre... Enfin, qui va créer la partie matérielle de notre corps, puisque, comme je vous ai expliqué, c'est dans la résonance des informations de la mer, du cœur de la mer. Alors, je n'ai pas été claire sur l'information. On ne parle pas évidemment de l'information des journaux, de l'information qu'on a entendue ce matin. D'accord? On parle d'une information, to inform, qui crée une forme, qui va avoir une action sur le vide, une manifestation, qui va avoir une conséquence matérielle, énergétique. D'accord? C'est ça l'information. Les ondes transportent des informations de ce type. Donc, la logique fondamentale, c'est que quand la vie va se fabriquer à travers des cellules souches qui vont entendre, qui vont résonner petit à petit, elles vont se séparer, puis elles vont résonner avec le cœur de la maman, qui va donc transmettre de l'information pour la formation du cœur du bébé. D'accord? Donc ça vient forcément de l'invisible. Je veux dire, même la personne la moins perspicace du monde peut comprendre que c'est la première manifestation, et on a appris, on sait aujourd'hui, que le cœur est tout le temps relié au monde quantique, au monde de l'invisible, par ce qu'on appelle l'information non locale. Mais là, je ne veux pas non plus vous assommer, parce que je vois qu'il y en a qui sont déjà en train de... Il me reste 5 minutes. La sieste! Oui, vous allez faire une sieste. Il reste 5 minutes. Bon, 5 minutes de sieste, c'est bon. Je crois que j'ai une dernière question. Le champ magnétique du cœur est nécessaire. Ben oui, évidemment. Toujours pour les raisons de transport d'informations. Alors, le cœur, il va transporter évidemment votre programme d'incarnation. C'est logique. Vous avez décidé, si on croit ce que je raconte, c'est-à-dire si on accepte, parce que ça n'est qu'une proposition, mais je ne suis pas là, enfin, il y a beaucoup de gens qui le disent, et en particulier les cardiologues, enfin, certains cardiologues, pas tous. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens contre dans ce que je raconte. Mais Pim Van Lommel, Carlo Ventura, tous ceux que j'ai rencontrés disent bien qu'on choisit son programme d'incarnation. D'ailleurs, les bouddhistes, je crois, le disent. Moi, je connais. Les bouddhistes le disent. Donc, on choisit son programme d'incarnation. Qu'est-ce qui est bon, mauvais, ça c'est un autre problème. Il n'y a pas un problème moral dans le choix
du programme d'incarnation. Il y a un plan d'incarnation qui va être envoyé par l'âme à travers le cœur, qui va vous pousser vers des mauvais choix, la souffrance éventuellement, puisque on ne comprend que quand on passe par des choses complexes ou pas, chacun a un programme qui lui est propre. Et c'est ça qui est tellement réconfortant, c'est que même les parents dont les enfants semblent avoir des comportements incompréhensibles, ou bien ça peut venir aussi bien de mémoire transgénérationnelle de 4 générations, 5 générations, comme de vies antérieures, comme d'un problème lié à cette incarnation-là. Donc ça, j'allais dire, quelque part déculpabilise aussi les parents, parce que effectivement, cet enfant a choisi ce programme et ces parents-là, et ces dynasties-là pour s'incarner, et cette région du monde, puisqu'il faut englober toujours l'environnement dans lequel on se trouve, la culture dans laquelle on se trouve, tout ça est engrammé à l'intérieur des mémoires. Donc voilà, donc c'est logique, et c'est pour ça, ce qui est fascinant aussi, on peut communiquer les uns avec les autres à distance. Et on peut guérir à distance. Il y a maintenant des gens, particulièrement, je pense à Maria Swazi, qui est là. Excusez-moi, je me rappelle son prénom et pas son nom, qui soigne Erwin Laszlo à distance. Donc, il y a beaucoup de gens, ce que je raconte est connu de beaucoup de monde maintenant, parce qu'on a beaucoup évolué. C'est intéressant de voir aujourd'hui. Beaucoup de gens savent ce que je raconte. À l'époque, c'était complètement avant-gardiste. Maintenant, ça devient presque ringard. Voilà, donc on s'est soigné par l'électromagnétique, on s'est soigné par le son, par les fréquences. On s'est soigné par la lumière, les biophotons. Fritz Albert Popp soignait des cancers de la peau avec les biophotons, la lumière. Donc, évidemment, puisque nous sommes constitués de vibrations, de sons et de lumière. Nous sommes des sons et lumière ambulants. Donc c'est pas mal. C'est une question, parce que voilà, c'est bientôt la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas s'il y a le temps. Merci. J'ai entendu le battement du cœur de mon fils dans le ventre de maman. Pour moi, c'était une vraie expérience incroyable. Vraiment. Et aussi, my teacher, il était maître de son. Il a enregistré son battement du cœur aussi. Et on peut sentir vraiment un état de conscience. J'ai une question il y a aussi la peau, non? Comment on dit le pouls, le français, le pouls, c'est aussi, on peut dire quelque chose, et aussi quand on dit être dans son cœur, parce qu'il y a la question d'organes matériels qui a quelque chose, ça j'ai compris aussi dans les états de relaxation. Mais il y a aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être dans son cœur? Voilà, alors, attends, parce qu'il y a plusieurs questions. Et tout à l'heure, il y a plusieurs questions. Alors, la première, c'est le pouls. Le pouls, tu sens les battements de ton cœur. C'est le témoin. Comment tu dis, le signal de... C'est le témoin, on va dire. Le témoin du cœur. Tu as ça aussi. Parce que quand on rentre dans la peau, ça devient une sorte d'énergie, oui. d'expansion. Oui. Il y a plusieurs moyens d'entrer dans le cœur autrement que par la partie là. Tu peux aussi sentir ton cœur sur ta nuque. Je veux dire, voilà, et chacun aussi a ses portes d'entrée, je dirais lui aussi, du cœur. Pour revenir à ta question, être dans le cœur, je pense quand même qu'il faut essayer pour comprendre ça, il faut avoir juste eu une émotion extrêmement forte qui vous a fait oublier qui nous sommes. C'est-à-dire, nous n'avons plus d'ego. C'est-à-dire qu'on se fiche complètement de ce que vous pensez, de ce que nous pensons les uns les autres. Il n'y a plus de jugement. Nous sommes dans un moment présent. On est dans le cœur, dans le présent. Et c'est comme si... alors on ne peut pas rester dans le cœur tout le temps, mais on peut installer l'habitude
d'être dans le cœur, parce que c'est ça qui va retirer les barrières, parce qu'il va nous rassembler, puisqu'on crée ce champ électromagnétique. Donc je dirais, on va être, même sans le vouloir, obligés de co-créer les uns avec les autres, et on ne va même pas s'en apercevoir qu'on est en train de co-créer avec les autres. Je l'ai vécu dans la gouvernance partagée, par exemple, parce qu'on essaie de mettre en place maintenant des systèmes de gouvernance partagée. Ça veut dire la gouvernance horizontale. Au lieu d'être, il y a le chef et on obéit au chef, on fait de la gouvernance où, justement, où chaque personne a un rôle à jouer qui doit être respecté à l'intérieur du cœur. C'est-à-dire que si un membre de la gouvernance n'est pas reconnu comme heureux de participer, oui, c'est pardon. En fait, je ferai ça après, je t'expliquerai, mais c'est trop complexe d'expliquer à toute vitesse, tu vois. Je crois qu'on pourra faire des exercices après, on va faire d'autres occasions pour parler de ça. Je pense qu'il est l'heure, c'est ça, ou encore une question? Oui, excuse-moi, c'est un peu tard, mais quelle différence fais-tu entre être dans le cœur et le chakra du cœur, ce qu'on appelle le chakra du cœur? Il n'y a pas de différence, il est juste complètement ouvert. C'est la même chose. Oui, oui, bien sûr. Okay, bien sûr. Non, c'était juste une précision. Oui, tu l'as ouvert, il est ouvert au maximum. Et il sert à ça d'ailleurs, il sert à ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout fait pour se compliquer la vie. On a tout fait pour, passant par le mental, voir ce qui nous différencie. C'est ça qui est intéressant. Pendant des millénaires, mais c'était obligatoire, c'était l'évolution qui voulait ça. Mais maintenant, on n'a pas le choix. On est globaux. On va être obligés. Donc, on ne va même pas se poser des questions. On va co-créer ensemble. Et ce qui est fascinant, c'est que le cœur, quand il est en cohérence, là c'est encore une autre chose, je pourrais expliquer après, à un autre moment, il crée un ordre nouveau à l'intérieur de la compréhension. Donc du coup, on trouve les solutions, elles arrivent d'elles-mêmes, elles s'encastrent, elles s'emboîtent dans ce puzzle. C'est ça, le cœur, dans la co-création, il crée une solution, parce que c'est des solutions participatives. La personne qui n'a pas la solution va la trouver dans son frère ou sa sœur qui est là, qui va avoir tout à coup une intuition qui a peut-être rien à voir apparemment avec le sujet, et pourtant, il va dire un mot qui va résonner et ça va résoudre le mal-être de la personne, par exemple. C'est ça qui est fascinant dans l'exercice de... Combien de... Laurence, une dernière question, c'était une proposition de réflexion à laquelle on réfléchira et on répondra un peu plus tard, mais il me semble important, vu ce qui se passe ici en ce moment, de revenir une seconde ou plus à ce Aurobindo, mère, le yoga des cellules. En quoi est-ce qu'on peut arriver à préciser le lien entre ce dont tu nous parles et le yoga des cellules? Par les cellules. Je vais vous donner juste un exemple, c'est très difficile de le dire très très vite. L'Institut HeartMath, le cardiologue Carlo Ventura a fait des expériences qui s'appellent la mélodie des cellules. Il a notamment, c'est un cardiologue, donc il a branché des électrocardiogrammes sur 2 personnes différentes. Un acteur qui improvisait et un musicien, batteur de jazz très connu, qui s'appelle Milford Graves. Et quand Milford Graves commençait à improviser sur sa batterie, il s'est mis à improviser avec son cœur. Et les petites cellules qui étaient observées à distance derrière des appareils très sophistiqués de scientifiques, des appareils de biocybernétique, on voyait que les cellules, au début, elles se mettaient toutes à danser en rythme, et tout à coup, hop, chacune dansait à son rythme pour participer à la mélodie. C'est-à-dire que tout à coup, il y avait le corps entier qui se mettait à improviser. La deuxième expérience extraordinaire, c'est Alessandro Bergonzoni, qui est un acteur formidable en Italie, et on lui disait, est-ce que tu peux improviser sur, par exemple, quelque chose de drôle? Et toujours, il était accroché à son appareil, et derrière, les scientifiques regardaient ce qui se passait dans ses cellules.
Et quand il riait, quand il faisait de l'humour, les petites cellules, elles vibraient au niveau du manteau de la cellule. Tu sais, la cellule, il y a le manteau et puis il y a le noyau. Donc, c'était le manteau. Et quand Carlo Ventura demandait à l'acteur de parler de quelque chose d'essentiel pour lui, et que du coup, il s'adressait à ses cellules, en disant pourquoi, au fond, la maladie existe, pourquoi le malheur existe, pourquoi les choses existent. Les petites cellules ne vibraient plus avec le manteau, c'était le noyau de la cellule qui vibrait. Parce que, en réalité, quand les choses sont très graves pour soi, c'est le noyau de la cellule qui se met à être concerné. Et c'est pour ça qu'on crée aussi des cancers. Parce que l'information qui est contenue dans la cellule, elle ne reçoit plus l'information normale de ce qu'on appelle, de cette cohérence qui fait la santé. Donc voilà. Et donc on s'est aperçu qu'il fallait faire très attention aussi à la manière dont on pense, dont on réfléchit, bien sûr dont on se parle, parce que la cellule, elle reçoit vibratoirement, par résonance, des informations. On est malheureusement obligé d'arrêter, mais il y a un projet qui va venir en route, donc une méthode pédagogique. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous propose après pour trouver Laurence peut-être dehors, en lien avec celui, tu veux nous dire une petite minute qu'est-ce que sur ce projet? Si vous êtes intéressé, vous pouvez organiser des groupes, des petits groupes, dans voilà. Si vous êtes intéressé, on peut organiser pendant le temps de Laurence des petits groupes pour travailler avec une façon pratique. Un petit peu comme des codales, pour essayer de faire ensemble, à plusieurs, ce travail-là, de pouvoir l'expérimenter en conscience. Voilà, si vous êtes intéressé, il y aura une feuille à l'entrée, vous me le dites, on pourra organiser